Bonjour, aujourd'hui sur Science from France, on va comprendre comment les pluies acides sont formées tout autour du globe. Quels sont les enjeux climatiques de ces pluies et de nos jours, causent-elles toujours des effets sur les écosystèmes? Tout d'abord, comprenons pourquoi s'est-on intéressé à ce phénomène. Les preuves scientifiques de l'acidification des écosystèmes aquatiques en Scandinavie et en Amérique du Nord se sont accumulées au cours des années 1960 à 1970. De 1972 à 1977, ces preuves ont relié l'acidification au transport à longue distance du dioxyde de soufre provenant de sources étrangères s'est multiplié. Les rejets des pays européens entraînaient des pluies acides sur tous les continents nord-américains. On a constaté que certaines régions canadiennes dans l'est du pays étaient particulièrement vulnérables à l'acidification. Le gouvernement fédéral et les 7 provinces de l'Est ont signé en 1985 une déclaration établissant le programme de lutte contre les pluies acides dans l'Est du Canada. Ces négociations se sont soldées par une série d'accords internationaux au cours des années suivantes. Et ça a commencé par la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, TADPA. Mais pourquoi vouloir arrêter les émissions de dioxyde de soufre? Tout d'abord, il faut comprendre comment le dioxyde de soufre, SO2, acidifie l'eau de pluie qui tombe sur notre Terre. Mais il n'y a pas que le dioxyde de soufre qui acidifie les pluies. Enfin, il y a deux molécules principales. C'est le SO2, donc le dioxyde de soufre, et le NO2. Mais avant de comprendre comment l'acide nitrique ou l'acide sulfurique va agir sur l'eau de pluie, il faut comprendre déjà comment une eau peut s'acidifier et qu'est-ce qu'un acide en fait, et comment on calcule la concentration d'un acide. Donc un acide déjà c'est une espèce chimique qui peut du coup donner des protons. Donc des protons on peut considérer comme si c'était H+, ou H3O+. Et du coup, par exemple, dans l'eau, ce qu'on a, c'est des molécules basiques, HO-, et des molécules acides, H3O+. Et du coup, l'équilibre entre les deux donne un pH de 7 en moyenne. Et c'est du coup le calcul moins log de C, avec C la concentration en acide fort de notre solution, qu'on peut utiliser pour calculer notre pH. Donc dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote est formé dans les moteurs à combustion des voitures. La réaction chimique entre le dioxygène de l'air et le diazote de l'air a lieu à très haute température, du coup, quand un moteur tourne. On a une première réaction qui se crée avec du coup l'oxygène plus du coup le diazote qu'il y a dans l'air à une certaine température. On doit avoir quand même une grosse température pour pouvoir avoir cette première réaction pour créer du coup le dioxyde d'azote. Comme nous le savons, le dioxyde d'azote c'est un gaz qui va alors s'accumuler dans l'atmosphère. Ensuite, ce dioxyde d'azote réagit en contact avec de l'eau comme de la pluie ou même avec des molécules dues à l'humidité de l'air. On a cette deuxième réaction qui va se former. Donc celle-là est quand la réaction se forme pour créer de l'acide nitrique, du coup HNO3, et c'est ça qui va acidifier. Comme on va le voir, en gros l'acide nitrique en contact avec de l'eau, il a un pKa de moins 1,37. Donc ça veut dire que c'est un acide qui est fort. Donc il est considéré comme un acide qui va réagir complètement avec l'eau. Car en fait la réaction de dissociation avec du coup l'eau, c'est celle-là qui va se former. On va avoir du coup des protons qui vont se former et qui vont acidifier l'eau, et du coup NO3- qui va être formé pour rendre l'équilibre.
Donc ce que j'ai voulu faire, c'était ce que je voulais voir en moyenne, c'était voir à combien le pH de l'eau pouvait descendre avec du coup une acidification à l'acide nitrique. Donc ce que je devais faire, c'était déjà trouver la moyenne de pluie qui tombait par mètre carré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une valeur de la pluie qui tombe en moyenne chaque année sur la France. J'ai fait sur la France parce que je suis dans un pays français. Ensuite, je l'ai divisé par la surface de la France. Donc voilà, on l'a là. Et du coup, je vais avoir un volume d'eau par mètre carré qui va être créé en divisant juste le nombre de litres qui est tombé par an, divisé par la surface de la France. Ça nous donne du coup du litre par mètre carré par année. Et j'ai trouvé du coup sur l'ancien traité de 1979 qui a été signé du coup par les États de l'Est américains, que la convention voulait avait adopté une loi pour 8 kilos de production de NO2 par du coup hectare par an par chaque pays. Maximum. C'était ça maximum. Vu qu'on sait qu'un hectare c'est égal à 1000 mètres carrés, ce que j'ai voulu faire, c'était du coup passer en grammes par mètre carré par an. Donc ça nous donne du 8 grammes par mètre carré par an. Et grâce à cela, on peut retrouver du coup... non, grâce à la réaction à laquelle où on forme du coup le HNO3-, on peut retrouver avec la quantité de NO2 produit. Donc, on sait que une certaine quantité de mol divisée par 3 est égale à cette certaine quantité de mol de acide nitrique. Donc, ce qu'on trouve, c'est une quantité de mol de 0,058 mol par mètre carré par an, qui est contenu du coup dans 75 litres en moyenne, car on sait que sur la France, il tombe en moyenne, on peut dire que c'est mondial, 75 litres par mètre carré. Après, tout dépend des régions, mais on peut faire une moyenne que c'est après ça. Ensuite, on peut trouver du coup la concentration d'acide nitrique qu'il y a dans l'eau en moyenne. Donc ce que j'ai trouvé, c'était du coup j'ai fait N mol de acide nitrique divisé par le volume de l'eau pour retrouver du coup la concentration molaire de l'acide nitrique. Donc on se retrouve à 7,73 x 10 puissance moins 3 mol par litre. On sait que cet acide est un acide fort, donc il va se dissocier totalement. On a une formule vue dans les cours de chimie qui est moins log de C. C étant la concentration en acide nitrique, donc ce qu'on a calculé avant. On applique cette formule et on trouve un pH qui est environ de 3,11 en moyenne. Cela nous montre que la législation avant était très peu contraignante. Mais il faut se remettre dans le contexte, c'est que une eau une eau de pluie se situe entre 4 et 7 de pH. On est à une unité de pH en moins que la moyenne qui compare à 4. Mais ce que j'ai vu au rapport qu'il y a ici, que en fait l'Europe produit 1,5 g par mètre cube en moyenne, soit un pH équivalent à 3,84 en moyenne. Donc ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup de différence. Il n'y a que 15 unités, 0,15 unités entre les deux, donc ce qui est vraiment négligeable, et on se rend compte qu'au final que des mesures ont été prises pour
enlever ces pluies acides qui détruisaient certains écosystèmes. Voilà. Donc le second acide qui peut du coup rendre les pluies acides, c'est le dioxyde de soufre qui est produit par les industries et pour beaucoup de réactions chimiques est utilisé. Donc la première réaction qui se produit dans l'air, c'est souvent cette réaction-là, donc qui produit du SO3. Ensuite, tout comme l'acide nitrique, le SO3 réagit avec l'eau de pluie pour se transformer en un composé acide. Donc comme on le voit ici, le composé du coup SO3 se transforme en acide sulfurique. Donc j'ai pas réussi à trouver un suivi mondial des émissions de SO2, mais un suivi en fonction de l'environnement dans lequel on se situe. Par exemple, si on se situe à côté d'une industrie ou dans une ville où il y a beaucoup de monde très regroupé. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le point le plus haut, comme on le voit sur ce graphique, c'est avec les industries. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un comparatif pour voir si c'était vraiment important les émissions qui se passaient. Donc, comme on peut le voir, en 2017, la concentration était un maximum de 2,5 microgrammes par mètre cube d'air. Au début, je voulais émettre une hypothèse qu'il y avait une accumulation qui était faite dans l'atmosphère de ce gaz et qui serait d'un facteur 10. Mais je trouvais des chiffres qui étaient vraiment beaucoup trop gros, beaucoup trop bas niveau pH pour que ce soit possible. Donc je fais l'hypothèse qu'il n'y a pas de facteur d'accumulation et que la pluie tombe direct sur la Terre. Donc ce que je sais, c'est que dans un mètre cube d'air, il y aura 2,5 microgrammes par mètre cube d'air. Et que dans un nuage, on sait aussi qu'il y a 0,00003 litres d'eau dans un mètre cube. Donc je peux en déduire du coup la concentration de gaz SO2 dans 1 litre de pluie. Donc ça nous donne 833 grammes par litre de la masse, la concentration massique de SO2 dans notre nuage, dans notre eau de pluie. Et soit du coup après en divisant par la masse molaire, on peut trouver 0,0013 mol par litre de nombre de moles de SO2. Et du coup, grâce encore au même calcul que précédemment, on peut se retrouver avec un pH qui serait de 2,9, ce qui ne serait pas totalement stupide. Après cette micro-expérimentation avec du coup un test de pH sur une eau stagnante depuis une journée, on se rend compte que le pH est inférieur à environ inférieur à 6, mais le problème c'est que je n'ai pas de comparatif pour en dessous de 6, donc je peux que admettre que le pH est en dessous de 6. On peut peut-être extrapoler les données et dire que il est aux alentours de 4. Donc il me faudrait un meilleur test et mes données du coup n'avancent pas du coup juste ma théorie. Et il me faudrait juste un pH mètre de meilleure qualité ou un test pH de meilleure qualité pour que ma théorie soit validée. Donc quand on se remet sur un contexte écologique comme dans les années 50-70, les pluies acides elles étaient très fréquentes et dévastatrices pour les écosystèmes car juste une faible variation de pH peut juste engendrer des conséquences dévastatrices. On pouvait voir des forêts perdre leurs feuilles, des lacs s'acidifiant, perdant leur biodiversité locale, mais même pour des habitations, cela devenait dangereux. Oui, parce que l'acide contenu du coup dans la pluie pouvait du coup provoquer l'érosion des bâtiments. C'est peut-être pour cela que les gouvernements ont réagi afin de limiter les effets sur la population.
Comme on peut se rendre compte sur ce schéma, comme ça que fonctionne le cycle de la pluie acide. Ouais, ouais, le cycle des pluies acides. Et en fait, on commence par une émission qui est due du coup aux industries et aux voitures, qui va dans l'air. Dans l'air, elle se dilue avec la pluie. Elle fait les réactions du coup qui étaient dites précédemment. Ensuite, cette pluie du coup tombe, elle tombe sur les écosystèmes et elle peut détruire du coup des arbres, elle provoque l'érosion des bâtiments, elle peut acidifier les eaux. Du coup, on a une grande perte d'écosystèmes, on a beaucoup de choses qui peuvent en mourir, des écosystèmes qui peuvent mourir à cause de ces pluies acides. Et c'est pour ça que les gouvernements ont très bien réagi. Ils ont très bien réagi face à ça. Et j'espère que toutes, comme les limitations du SO2 en dessouffrant les carburants ou en réduisant les émissions de NO2 par des mesures contraignantes, que les enjeux climatiques dus aux émissions de CO2, qui peut lui aussi provoquer des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes, j'espère que les gouvernements réagiront et seront rendus compte que les effets de leur action sont vraiment néfastes et qu'ils changeront de directive politique pour prendre en compte le point de vue écologique. Donc je vous laisse aujourd'hui et à la prochaine fois sur Science from France.